Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Les plaidoyers de la CIG, la Cour internationale de justice, se poursuivent et les délégations intervenant à ce 5e jour des audiences publiques ont tous été unanimes à relever le caractère colonial de l'entité sioniste. Les délégations ont également dénoncé aujourd'hui les violations par l'entité sioniste des chartes et conventions internationales, appelant la Cour à contraindre l'occupant sioniste à mettre fin, je cite, immédiatement et sans condition à son occupation illégale. Le mot est lâché et tous les représentants des pays en place à la Cour de justice attestent l'illégalité de l'occupant sioniste des terres palestiniennes. Quel impact et quelles conséquences sur l'entité sioniste qui outrepasse aujourd'hui tous les droits internationaux et les résolutions. Au 140e jour de l'agression et du génocide sur Gaza, plus de 29 500 martyrs et malgré la vérité qui frappe à la face, la vérité, elle, a du mal à se frayer un chemin. Tout de suite, le débat. Alors, pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir Monsieur Gabriel Galis, président de l'Institut de recherche sur la paix à Genève, le JPRI. Monsieur Gabriel Galis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Monsieur Gabriel, il y a quand même un fait aujourd'hui, les audiences ou les plaidoyers de la CIG se poursuivent. Ils sont tous unanimes à condamner le fait que l'occupation sioniste aujourd'hui sur les terres palestiniennes est illégale. Mais on voit que toutes les condamnations, toutes les vérités qui sont dites sont restées noir sur blanc, c'est-à-dire juste sur le papier ou tout simplement verbal. Il n'y a rien qui est fait concrètement pour justement contraindre l'entité sioniste a cessé cette illégalité qui dure quand même depuis 75 ans. Oui, madame, mais ça n'est pas nouveau. Hein. Oui. Je rappelle quand même que la Cour internationale de justice a demandé la destruction du mur de séparation en Cisjordanie il y a maintenant 20 ans et que le mur est toujours là. La Cour internationale avait demandé au Conseil de sécurité de mettre en œuvre les mesures de suppression du mur, les mesures matérielles, les mesures administratives d'accompagnement, de brimade de la population palestinienne, et il ne s'est rien fait. Donc on ne fait que continuer sur la même politique. Il y a un droit, mais un droit qui se promène dans l'atmosphère, sans ancrage dans la réalité, et c'est bien pour ça que maintenant il va falloir passer à la réalité des choses et il faut que les États prennent leurs responsabilités. Puisque vous avez bien vu qu'il y a 2 jours, la proposition algérienne d'un cessez-le-feu a été bloquée au Conseil de sécurité par le veto, cette fois, des seuls États-Unis. Alors, quand même, Monsieur Gabriel Galis, aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des faits qui on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier, à savoir qu'il y a bel et bien un fait de l'occupation, qu'il y a bien une colonisation, donc un pays qui est colonisateur et un autre qui est colonisé, et que devant ce fait, il y a quand même une autre réalité, celle qui consiste des États-Unis et leur soutien à l'entité sioniste, et que pour cela, pour qu'ils fassent durer la souffrance des Gazaouis et la souffrance des Palestiniens, eh bien, il y a le fameux droit de veto qui permet finalement tout et qui outrepasse tout. Oui, mais si on lit attentivement la charte de l'ONU, l'expression droit de veto n'y figure pas. Ça veut dire, c'est peut-être une nuance juridique qui est importante. Elle ne change pas le résultat final, mais elle change l'état d'esprit. Parce que vous savez qu'en droit, il y a l'esprit et il y a la lettre. Et que la lettre, c'est une chose, mais de temps en temps, elle peut avoir une signification. Le fait que le mot veto ne figure pas, mais que figure en quelque sorte l'obligation que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ne s'oppose pas à une décision, c'est ça la formulation exacte de la charte de l'ONU, ça veut dire que c'est une incitation à se mettre d'accord. Il y a une différence entre une incitation à se mettre d'accord et utiliser le droit au désaccord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui.
C'est une nuance, mais c'est une nuance importante parce qu'elle reflète cette nuance, l'état d'esprit des rédacteurs de la charte qui était d'inciter au compromis et au fait de travailler tous ensemble dans ce qu'on appelait le concert des nations. Et puis, petit à petit, on a eu les vétos qui croissent. Et d'ailleurs, Israël est le pays qui bénéficie le plus du droit de veto des États-Unis depuis 50 ans. Oui. Si vous regardez les vétos, ils sont pratiquement toujours des vétos des États-Unis, parfois accompagnés d'autres, mais très souvent les États-Unis y vont tout seuls. Et c'est une aberration. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faudra changer parce que le droit n'est plus adapté au monde moderne et il montre qu'il y a un abus. Alors, quand les États-Unis n'ont pas, quand il y a eu en quelque sorte l'impossibilité juridique, les États-Unis sont passés outre. Oui. Souvenez-vous, en 2003, il n'y a pas eu d'accord du Conseil de sécurité pour la guerre en Irak, ils y sont allés quand même. Oui. Il n'y avait pas d'accord du Conseil de sécurité pour la guerre en Yougoslavie. Et ils y sont allés quand même. Donc, si vous voulez, on voit bien les limites du droit. Je citais la Cour internationale de justice et le mur de séparation il y a 20 ans. Et puis maintenant, le fait que... moi, ce qui me choque, si vous voulez, plus encore que cette réalité de la colonisation et de la complicité d'une partie du monde occidental avec Israël, c'est le fait que, souvenez-vous qu'en 2011, on a détruit la Libye sous le prétexte de la protection de la population. Hein, la responsabilité de protéger a été invoquée pour mobiliser le Conseil de sécurité. Les Russes et les Chinois ont eu la gentillesse ou la naïveté, ça dépend le point de vue qu'on veut adopter, oui, de ne pas s'y opposer. Et il y a eu en fait dépassement de ce droit, alors qu'il n'y avait pas tous les massacres qui étaient détruits par les médias, qui étaient décrits par les médias. Aujourd'hui, il y a 50, 100 fois, 1000 fois plus de massacres qu'il y en avait à Benghazi ou à Tripoli, et personne ne bouge. Donc on voit bien que cette responsabilité de protéger est une espèce de masque néocolonial. Certains l'avaient dénoncé d'ailleurs, dont j'étais, qui montrait bien que c'était pas crédible, mais cette fois c'est évident quand on compare la situation de la Libye, où on est allé massacrer et déstabiliser un président et une partie de sa population, parce qu'il n'a pas été tué tout seul, Kadhafi, et puis la situation en Palestine aujourd'hui. Il y a deux poids, deux mesures, et c'est évident. Et est-ce que c'est normal, justement, M. Gabriel Galis, qu'aujourd'hui, le sort de tout un peuple, de toute une population, et que son avenir également, soit accroché à la merci, je dirais, d'une poignée de pays occidentaux qui ont le droit de vie et de mort et le droit de regard sur tout ce qui se passe dans le monde? Mais bien sûr que ce n'est pas normal. C'est contraire au droit traditionnel, c'est contraire à la charte de l'ONU, et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est finalement un axe Washington et Tel Aviv qui fait la loi. Et les autres ne réagissent pas, c'est-à-dire les autres sont responsables par complicité passive. Alors certains, ils sont hypocrites. Je ne veux pas donner de nom, parce qu'en réalité, ils ne se sont pas opposés parce qu'ils savaient que le seul veto des États-Unis suffisait. Donc moi, je suspecte un certain nombre de pays regardez, le Royaume-Uni s'est abstenu. Oui. Hein, le Royaume-Uni s'est abstenu. Les États-Unis ont mis leur veto. Oui. Et les 13 autres ont voté pour. Oui. C'est quand même intéressant. Oui. Alors, c'est la première fois que la Grande-Bretagne s'abstienne. Mais est-ce que ce genre de situation, il faut absolument se prononcer? Je veux dire, c'est oui ou non. S'abstenir, c'est également être complice quelque part. Oh, bah, écoutez, c'est une position médiane. Oui. Non, c'est une position qui, de temps en temps, permet de ne pas se prononcer. Les Chinois sont assez experts de ça. Hein. Oui, oui, oui. Les Chinois aiment bien l'abstention. Ils l'ont fait avec l'Ukraine, oui. Voilà. Donc c'est une position qui peut être utilisée avec différentes significations. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que maintenant, on passe aux actions. Je veux dire que maintenant que cette décision a été prise, ou plutôt cette non-décision, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les États, et je viens d'écrire un texte qui propose une solution concrète, est-ce qu'un groupe d'États va courageusement forcer le blocus de Gaza? La question, elle est là. Parce que si on passe par la terre ou si on passe par la mer, on est tributaire de l'Égypte ou d'Israël. Bon, si on passe par la mer, on passe des eaux internationales aux eaux palestiniennes.
En droit, je suis dans le droit là, hein? Oui, oui. Bon, donc en droit, il suffirait que, pas un seul pays, parce qu'un seul pays serait stigmatisé, mais si un groupe de pays, et c'est pas à moi à en dresser la liste évidemment, Oui. décidait de forcer le blocus en disant nous envoyons des navires de guerre qui accompagnent une flotte humanitaire qui va secourir la population de Gaza, ça serait une attitude courageuse. Le reste, permettez-moi de dire que c'est un peu du baratin, parce qu'on peut disserter sans fin sur le droit, mais il y a un moment, il faut agir. Ben justement, vous faites bien de le dire, Monsieur Gabriel Galis, parce que de toute façon, on l'a vu, la Cour internationale de justice a bien précisé que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est illégal, que c'est une occupation illégale, qu'il faut absolument contraindre l'entité sioniste à respecter les chartes et les résolutions de l'ONU, mais également à respecter le fait qu'il y a eu quand même des sentences et des contraintes pour que l'entité sioniste s'y plie. Ce n'est pas le cas. Le Conseil de sécurité, à l'exception du veto américain, ont, semble-t-il, été unanimes pour justement dénoncer ce qui se passe à Gaza. Mais qui franchira ou qui aura le courage aujourd'hui de ces pays qui sont donc dans le bloc occidental, parce qu'ils représentent quand même la force, je dirais, parce que ça ne peut pas venir de pays qui sont sur le plan de la force militaire et autres inférieurs, qui pourrait avoir ce courage de franchir le pas et de casser aujourd'hui ce blocus ou cet étau qui est donc dressé autour des Gazaouis, livrés à eux-mêmes. En théorie, il y a plusieurs pays qui le pourraient, mais je dis en théorie parce que je laisse de côté les comportements peu courageux, et encore je suis poli en disant peu courageux, des dirigeants politiques actuels. Mais si vous voyez un certain nombre de pays qui ont de la compréhension pour la cause palestinienne, vous avez l'Espagne. L'Espagne a l'avantage d'être un pays méditerranéen. C'est un pays occidental qui est juste à côté. Vous avez l'Italie. L'Italie, il y a quelque temps, a annoncé l'envoi d'un bateau hôpital au large de Gaza. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce bateau. Mais j'ai vu dans la presse qu'ils avaient décidé d'envoyer un bateau hôpital. Évidemment, il faut qu'il puisse arriver jusqu'au bout. La France, évidemment, le pourrait si elle le voulait. Si M. Macron, moi j'ai vu que M. Macron avait téléphoné au Premier ministre Netanyahou. Mais si c'est pour lui téléphoner en lui disant de ne pas attaquer, ça va rien lui faire. Il faut lui dire, chers collègues, c'est pas possible. Maintenant, il faut que vous laissiez respecter le droit humanitaire international, parce que c'est le droit humanitaire international, c'est pas une décision arbitraire. Le droit humanitaire international interdit de tirer sur des civils et fait obligation de les protéger. Interdire l'alimentation, interdire l'électricité, le pétrole, le sucre, le riz et le reste, c'est contraire au droit humanitaire international. Le CICR le dit, le Comité international de la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et les autres le disent. Donc il n'y a pas de débat, si vous voulez, possible en droit. En droit, il y a non seulement le droit international, charte de l'ONU, et sa jurisprudence, et puis il y a surtout le droit humanitaire international. Et le droit humanitaire international n'est pas respecté. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a d'ailleurs pas que des pays occidentaux qui pourraient y aller. Prenez le pourtour de la Méditerranée. Là encore, je ne vais pas m'occuper de désigner, mais vous avez plusieurs flottes de pays périphériques de la Méditerranée qui ont la capacité de forcer un blocus. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que, si ça devait se faire, bien sûr, on va parler sur le plan de manière très hypothétique, si tant est si bien qu'il y aurait peut-être des pays courageux qui pourraient le faire, qu'est-ce qu'ils encourent? Parce qu'on a vu que de toute façon, les navires ne sont pas arrivés, les aides ne sont pas arrivées. Sur le plan humanitaire, on laisse mourir les Palestiniens à Gaza, et je ne dirais pas les Gazaouis. Donc, qu'est-ce qu'ils encourent? Est-ce qu'il est dit que ces flottes ou des bateaux qui pourraient peut-être débloquer cet étau ne risquent rien? Écoute, en droit ou en fait? En droit et en fait. Non, mais alors en droit, la situation est assez claire. Ce que l'on appelle un blocus peut revêtir une forme légale ou une forme illégale. La forme légale, elle est prescrite par l'article 41 de la Charte de l'ONU, comportant les mesures non militaires de contrainte.
parmi lesquels rupture des communications, rupture des relations commerciales, et voilà, on est là dans un cas de schéma. Cette mesure n'a pas été prise par le Conseil de sécurité. Il n'y a aucune décision du Conseil de sécurité stipulant que Gaza doit faire l'objet d'un blocus. Donc on est après dans une deuxième catégorie de mesures, c'est les fameux 40 blocus qu'ont décidé les Américains et leurs amis et leurs alliés contre Cuba, contre le Venezuela, contre l'Iran, contre la Syrie, qui ne sont sans aucun fondement juridique. Ça s'appelle en droit des mesures coercitives unilatérales. Oui. Bon, voilà, ça c'est le droit. Oui. C'est le droit. Alors après, si on lève cette hypothèque-là, on est dans le fait. Alors le fait, ça devient le rapport de force. Est-ce qu'à un moment donné, Israël oserait tirer sur des bateaux qui eux-mêmes, évidemment, se défendraient? Oui. Parce que si on envoie une flotte humanitaire accompagnée de navires de guerre, c'est clair que les navires de guerre, si on leur tire dessus, ils répondent. Bon, donc je pense que le scénario est peu probable parce que personne n'aurait intérêt à l'extension du conflit. C'est un rapport de force psychologique en réalité que fait Israël. Probablement il y a des mines et probablement que les premiers bateaux qui devraient être envoyés seraient des démineurs. Je ne suis pas expert des militaires et encore moins de la marine, mais enfin j'imagine un peu le dispositif de sécurité possible. Il faut envoyer des démineurs et il faut permettre aux bateaux d'arriver. Voilà, donc après ça devient vraiment un rapport de force et comme vous savez, en matière militaire et politique, la psychologie joue un grand rôle et il faut reconnaître que les Israéliens sont très forts dans ce domaine parce qu'ils arrivent à faire prendre des vessies pour des lanternes et la destruction de la Palestine pour une guerre contre le Hamas, ce qui n'est pas le cas. Hein, c'est pas le Hamas. Ouais. S'il s'agissait que du Hamas, c'était pas la peine de tuer tous les gens autour. Voilà, c'est sous ce prétexte justement, à savoir combattre le Hamas, que toute une population a été décimée. La moitié de la population a été décimée. Alors aujourd'hui, si on voit la réalité des choses telles qu'elles sont présentées, donc une population complètement affamée, assoiffée, qui meurt de froid, parce qu'on meurt de froid quand même à Gaza, des enfants qui sont morts de froid. Alors, quel est l'avenir? Comment est-ce qu'on ne voit, est-ce qu'on se projette dans cet avenir? Que sera demain? Est-ce qu'on va vers un cessez-le-feu? Est-ce que le martyre des Palestiniens risque de se prolonger? Quelle serait la solution et d'où elle pourrait venir? Parce qu'on ne voit pas la fin finalement, Monsieur Gallis. Non, on voit pas la fin. Et effectivement, si on n'est même pas capable de faire un cessez-le-feu, on est encore moins capable d'engager un processus de paix, parce que tout processus de paix commence par un cessez-le-feu. Bon, donc on est dans une situation qui apparaît bloquée. J'imagine, parce que je connais un petit peu les fonctionnements, que la diplomatie s'active en coulisses, comme on dit. Hein. Oui. Je ne désespère pas. Quand je vois les affichages d'un certain nombre de pays, y compris la Russie, a dit on ne laissera pas faire. Bon, alors je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Ils étaient intervenus en Syrie. Comment ils pourraient avoir un plan pour intervenir? Est-ce que c'est trop difficile pour eux de se dégarnir alors qu'il y a déjà la question de l'Ukraine? Vous voyez la mer Rouge qui est un complément du problème, puisque les Occidentaux qui ne sont pas capables de secourir la population de Gaza avec de l'aide humanitaire, elle est capable d'envoyer des navires de guerre pour assurer la circulation commerciale en mer Rouge. Oui, et ils ont accouru très vite. Les marchandises sont plus importantes que les humains pour un certain nombre d'États. Oui, ben voilà, on a vu quand même la différence dans si vous voulez, dans l'action ou la réaction. Lorsqu'il s'agissait de préserver justement les intérêts économiques, la réaction a été très rapide de la part des États-Unis et bien sûr le déploiement aussi des navires sur la mer Rouge. Alors lorsqu'il s'agit d'aider des humains pour éviter la mort, plus de morts, pour des raisons humanitaires, parce que finalement le monde entier est impuissant en train d'assister à la mort des Palestiniens, alors que personne ne leur prête assistance, alors que, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le plan du droit, on est en train de laisser mourir des gens. Au fait, c'est l'histoire qui ne nous pardonnera pas. C'est évident. Et moi, j'associe dans ma condamnation d'Israël l'Égypte, parce que l'Égypte est complice actif du blocus de Gaza.
Est-ce qu'on pourrait comprendre comment? Parce que, au fait, la position de l'Égypte, si on vient l'examiner, on va se dire, alors, qu'est-ce qu'il est demandé à l'Égypte? Est-ce qu'elle devrait ouvrir le passage de Rafah, par exemple, pour permettre le passage des Palestiniens? Est-ce que c'est une solution, à savoir que c'est exactement ce que veut l'entité sioniste, ou est-ce qu'elle devrait ouvrir le passage juste pour l'aide humanitaire? Et dans ces cas-là, de quelle manière l'Égypte pourrait se positionner pour ne pas être taxée non plus d'être complice de l'entité sioniste? Eh bien, je pense que l'Égypte a une carte à jouer, parce qu'elle pourrait très bien être de ceux qui disent on ne peut pas laisser rentrer la population parce qu'on ne veut pas faciliter l'épuration ethnique. C'est clairement, ça serait clairement une épuration ethnique, hein. Vider la bande de Gaza de sa population palestinienne pour permettre à des colons israéliens de s'y installer. C'est le projet du Grand Israël qui est affiché par Monsieur Netanyahou. D'ailleurs, il s'en cache pas. C'est pas du tout un secret, hein. Absolument. C'est dans les plans de son parti depuis plusieurs décennies. Donc l'Égypte pourrait très bien dire, si elle le voulait, à Israël, que la solution de la mer est une excellente solution qui serait au bénéfice des deux parties. Parce que ça permettrait et à Israël et à l'Égypte de ne pas être en difficulté. La mer est un peu neutre, si vous voulez. La mer, on passe de l'international à la Palestine, de la Palestine à l'international. Donc ça, je pense que c'est une carte que pourrait et devrait jouer l'Égypte, parmi d'autres. Parce qu'elle est directement concernée, elle dialogue avec Israël, et en même temps, elle ne peut pas se Pardon ? Il y a aussi un traité entre les deux pays. Oui. Bien sûr. Donc l'Égypte tient une partie des cartes. J'ai l'impression que le fossé entre la rue égyptienne et les dirigeants est assez important. Je ne sais pas qui pourrait faire pression. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui pourraient faire pression sur l'Égypte? Je n'en sais rien. C'est clair que l'Égypte reçoit des pressions de différents côtés. L'Égypte est aussi dépendante de l'aide alimentaire américaine. Oui. Au fait, c'est un petit peu les deux pays voisins qui sont dans une situation très inconfortable, quel que soit donc le facteur X. Alors, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, monsieur donc Gabriel Gallis, vous, en tant que chercheur, en tant qu'écrivain, essayiste, qui avait déjà écrit donc des articles sur la Palestine, la situation aujourd'hui à Gaza, comment vous voyez la solution? Quel avenir voyez-vous pour Gaza? Parce que finalement, le monde assiste, comme je disais, impuissant, mais on ne voit vraiment pas, contrairement aux agressions passées, on voyait quand même un certain dialogue, on voyait un certain espoir. Aujourd'hui, on ne voit pas d'espoir, on ne voit pas de fenêtre qui s'ouvre, qui permettrait de dire « Ah, tiens, peut-être que demain, ça serait la paix ». Est-ce que réellement, aujourd'hui, ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire libérer les otages, comme le dit l'entité sioniste, ou tout simplement de vider le territoire de Gaza de tous ses habitants? Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution magique. Je pense qu'on ne peut pas demander aux Palestiniens en général, d'ailleurs on dit le Hamas, il n'est pas tout seul d'ailleurs, hein. Je rappelle quand même qu'il y avait 7 forces militaires associées le 7 octobre, donc il n'était pas tout seul d'une part. D'autre part, dans tout processus, il faut faire des compromis des deux côtés, et Israël devrait prendre des engagements. Et arrêter les hostilités et arrêter de persécuter la population. Moi, je pense que le test de Gaza, c'est un test qui va montrer deux solutions possibles. Il y a deux scénarios qui peuvent s'esquisser. Soit le scénario le plus noir, le plus triste, finalement, on continue comme on fait, et on rase Gaza quasiment, quoi. On laisse une poignée de survivants. Mais il y a déjà plus de 30 000 morts maintenant. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Bon, c'est énorme, plus une grande partie, je ne sais pas si c'est 30%, 40%, mais des immeubles détruits, des installations, hein, de tout genre. Toute l'infrastructure. Toutes les infrastructures. Donc effectivement, soit on est dans ce scénario qui va signer une espèce de coupure renforcée entre l'Occident et le Sud global, pour le dire comme ça. Mais c'est pas en réalité aussi simple, mais enfin, grossièrement, c'est pas tout à fait faux.
soit c'est le début d'une longue crise qui va inaugurer une opposition durable, dont Gaza est le point de fixation, c'est le foyer le plus brûlant, mais derrière, on voit bien qu'il y a l'ensemble des protagonistes de la planète. La Bolivie a rompu ses relations diplomatiques avec Israël. D'autres États ont appelé, en Amérique latine, leur ambassadeur en Israël, etc. Ou bien, deuxième scénario, les deux blocs, je veux dire ce qu'on appelle l'Occident, pour faire court, qui n'est pas totalement occidental, et puis le Sud global, arrivent à se mettre d'accord sur un certain nombre de conditions globales, mais à la limite, cette globalité, cette solution globale, elle inclura aussi l'Ukraine. Les deux dossiers sont liés en réalité. Absolument. Vous avez actuellement un axe Washington, Tel Aviv et Kiev. Voilà. Très bien. Et vous avez les mêmes protagonistes partout et les mêmes opposants partout. Un compromis, bien évidemment, et surtout pour le sort de ces pauvres Azaouis qui se font massacrer. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Galis. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut de recherche sur la paix à Genève, le JPRI. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. L'Échiquier international, vous le retrouverez demain pour un nouveau numéro. Au revoir, on se retrouvera la semaine prochaine.